Michak, bonjour. Bonjour. Le continent du tout et du presque rien aux éditions Lattès, c'est votre 10e roman. Vous aussi, dans ce livre, vous interrogez l'héritage colonial ou à travers un étudiant parti faire sa thèse dans un village au Togo. Mais avant de parler de votre livre, expliquez-nous cette émotion qu'on décèle chez ces jeunes qui découvrent ces trésors pour la première fois. Qu'est-ce que ça dit, cette émotion ? Je pense quand même que c'est vraiment un problème à la fois simple et complexe. Ces jeunes en ont peut-être entendu parler ou bien n'en ont pas entendu parler. Ils ne pensaient pas qu'un jour, ils verraient ces œuvres-là. Quand elles reviennent, elles les réenracinent avec leur histoire. L'idée qu'à un moment, la colonisation ait effacé la grandeur de leur royaume, même si tous ne sont pas issus des royaumes auxquels appartiennent ces objets, cette idée-là semble aujourd'hui remise en cause, en question. Ils ont les preuves de la grandeur de leur passé. À un moment, c'est une fierté par rapport à un passé. Ça interroge quand même toujours le présent, mais une fierté par rapport à un passé dont quelques éléments deviennent, disons, la preuve concrète. Dites-moi, je pensais au pillage aussi des œuvres durant la période nazie. Il y a une différence notable, hein, c'est que les pillages en Afrique, c'était aussi l'exercice du pouvoir et de la domination, alors que, est-ce que durant cette période nazie, ce n'était pas juste du vol, un recel par exemple ? Quelle est la différence entre ce qui s'est passé chez les nazis et ce qui s'est passé en Afrique ? Chez les nazis, on peut dire, une situation de guerre, elle a toujours engendré des pillages. C'est quand même différent. Ici, au Bénin, comme dans beaucoup de pays africains colonisés, on a plutôt une forme consciente de dépossession de la mémoire. Ce n'est pas juste un pillage, c'est une dépossession. Même les ethnologues qu'on ne pouvait pas accuser de racialisme ou de racisme ont contribué quand même à cette dépossession. Quand on pense à la mission des Léris ou Grioles en Éthiopie ou dans d'autres pays, en ramenant quand même vers la France des objets cultuels. On va parler de votre livre, maintenant, Le continent du tout et du presque rien. Expliquez-moi d'abord ce titre que je trouve fabuleux. Oui, le titre fait un peu référence à Yankelevitch, le philosophe Vladimir Yankelevitch. Son titre, Le je ne sais quoi ou Le presque rien. Le je ne sais quoi et le presque rien. C'est à partir de là que je... Mais appliqué à l'Afrique, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pourquoi ce titre ? C'est parce que le continent africain est celui peut-être qui fait l'objet de tant de discours, c'est vrai, depuis des siècles, des discours de spécialistes africains ou non africains. En même temps, quand on se penche sur la réalité, on bute contre un détail. Mais de quoi on parle ? L'Afrique, c'est quoi ? Donc, on parle de tout et c'est presque rien de concret quand on dit l'Afrique, surtout quand on le prend comme un tout homogène alors qu'on parle d'un grand continent. Vous dites que l'Afrique est une invention collective des ethnologues, tous les ethnologues ont ce regard biaisé ou qui ont contribué à déformer la réalité africaine ? Ils ont contribué quand même à, disons, définir des contours des civilisations africaines, des sociétés africaines. Ils ont contribué, je peux dire, malgré eux. Ce n'était pas leur but, mais en même temps, en essayant de comprendre l'autre, ils ont projeté leur propre vision du monde sur eux et leur ont donné un statut qui, en fait, les dénature quelque part. Et pour l'invention, je me réfère vraiment à Valentin Mudimbe, son livre publié il y a plus de 30 ans, L'invention de l'Afrique. L'ethnologie va aussi forcer les intellectuels africains à se repenser et à produire des néologismes ou des nouveaux termes pour se définir, comme le panafricanisme. La négritude, par exemple. Est-ce que ça veut dire que, finalement, ce regard-là porté sur soi-même est aussi tronqué, puisque c'est en regard
de la production des ethnologues occidentaux? Et à un moment, on se retrouve en face d'un double miroir. À partir du moment où l'autre t'a défini, tu te regardes ou en réaction ou en rapport à son regard. C'est quand même un regard qui lui aussi est tronqué. Il est tronqué malgré la bonne volonté de ceux qui ont voulu rétablir la vérité. La négritude en est un exemple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeune génération doit se pencher sur cette négritude, ou en tout cas de dépasser cette négritude, d'arriver à une nouvelle grille de lecture? Il lui faut peut-être tirer de la négritude les meilleures leçons en sachant quand même qu'elle n'est pas un absolu. Elle aussi doit être interrogée. C'est peut-être en l'interrogeant que, sans nécessairement la rejeter, on pourrait la dépasser vers une vision un peu plus complexe et repartir de l'idée que c'est un continent et que personne n'en possède une connaissance encyclopédique. C'est un continent. Oui, ça veut dire que l'africanisme ne veut rien dire. Non, l'africanisme est peut-être une simplification. Elle aide à comprendre les grands traits d'un continent. Elle n'est pas une connaissance fine. Quel est votre sentiment à la fin de cet ouvrage? Est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce que ça a modifié votre propre grille de lecture, votre réflexion? Oui, eh bien, ce que ça m'a quand même enseigné sur moi-même, c'est peut-être le peu de conscience que j'avais sur une chose, moi, ma propre méconnaissance de ce continent que j'ai aussi eu tendance parfois à considérer comme allant de soi une évidence. Je me suis rendu compte que à moi aussi, il faudrait repartir à une école, l'école de l'humilité, de la modestie par rapport à un continent qui est le mien. Merci beaucoup, Samy Tchak, d'avoir été notre invité. Le continent du tout et du presque rien est votre 10e roman.